bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Le projet de société est défini comme une vision cohérente, d'ensemble ou partielle de l'organisation et du fonctionnement de la société qu'on a l'intention de mettre en œuvre, que ce soit au niveau local, national ou international. Vous avez compris, nous parlons aujourd'hui de l'importance de la compréhension d'un projet de société. Et justement, à l'heure où nous abordons justement bientôt, dans quelques jours, les présidentielles pour déterminer qui présidera à la destinée du Gabon pour les 7 années à venir, je reçois sur ce plateau pour débattre justement de la pertinence et de l'importance d'un projet de société. Monsieur Sir Pavlov Moussavou, vous êtes sociologue politique, et avec vous, monsieur Gildas Mebalé, acteur de la société civile. Bonjour à vous. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Merci. Je vous remercie, moi qui vous remercie. Nous n'avons que 26 minutes pour aborder de long en large cet aspect important du projet de société. Monsieur Sir Pavlov Moussavou, est-ce qu'on peut revenir sur pourquoi est-ce qu'il faut qu'un candidat ait un projet de société? À la télévision, on a vu depuis quelques jours, il y a des débats et des gens peuvent se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on met autant de pression sur les candidats pour qu'ils puissent dérouler les idées de leur projet? C'est quoi? Il y a quoi dans ce projet de société? Mais écoutez, un projet de société est une offre politique. Et qui dit offre politique ici, c'est un programme de développement économique, social, politique, culturel et j'en passe. Donc, il faut que celui qui se présente à une élection puisse dire aux potentiels électeurs qu'est-ce qu'il leur propose concrètement pour améliorer l'existant, pour améliorer ce qui ne marche pas bien. Voyez-vous? D'accord. Donc c'est sur cette base-là déjà que les uns et les autres c'est comme un diagnostic en fait, un diagnostic. Voilà, un projet de société d'abord basé sur le diagnostic du contexte. D'accord. Faire un diagnostic, d'accord? Après, on aborde ou on met en avant certaines problématiques en fonction de leur ampleur. Voyez-vous, parce que ce ne sont pas forcément toutes les questions, qu'elles soient d'ordre politique, économique ou social, qui ont un impact direct sur le vécu des populations. D'accord. Voyez-vous, donc il faut une hiérarchie des besoins, j'y arrive. Et après, premièrement, le diagnostic, la mise en avant de certaines problématiques en fonction de leur ampleur et la proposition de certaines pistes de solutions qui vont constituer ici ce qu'on entend par projet de société. D'accord. Monsieur Mebalé, votre avis rapidement sur le fait qu'il est primordial qu'un candidat ait un programme de société, un projet. Pourquoi ça? Effectivement, il est important et nécessaire qu'un candidat, surtout à la présidentielle, présente un projet de société. Donc le projet de société ici est une offre que le candidat met sur la table à l'appréciation du peuple. Et cette offre, effectivement, se décline en plusieurs étapes. On a effectivement l'étape liée à l'analyse de la situation actuelle sur la base des expériences antérieures, sur la base du fonctionnement antérieur. Et c'est cette base qui va constituer plus ou moins le socle de la définition des axes stratégiques qui vont effectivement être contenus dans l'offre à proposer. D'accord. Mais aussi je suis un peu tenté de vous interrompre et de vous dire que les Gabonais ont souvent entendu ça. Un avenir en confiance. On a parlé d'un avenir en confiance, on a parlé d'Ali9, on a parlé du Gabon émergent, Gabon émergent, le PSGE, on a parlé. Quelle est la pertinence d'un projet de société? C'est là où il faut qu'on y aille. Sinon, on peut juste venir et puis, de toutes les façons, je veux prendre une situation. Nul n'est sans ignorer que le président de la transition, par exemple, est arrivé et il a commencé à toucher du doigt, à construire des trucs par-ci, par-là, bien que lui aussi ait un programme de société. C'est comme si ce n'était pas forcément la première chose qu'il faudrait avoir. Vous pouvez me démentir si jamais je me trompe, mais c'est comme s'il y a plus de verbiage dans les projets que d'action et sur le terrain concrètement. Oui, monsieur Pavlov. Bon, déjà, il va falloir que nous puissions comprendre le contexte dans lequel nous évoluons. Voyez-vous, tous les projets de société, j'ai eu le temps de les consulter, sont à mon sens assez pertinents. Oui. Pourquoi? Parce que le contexte dans lequel nous sommes
est un contexte où nous n'avons pas encore dépassé ce que je vais appeler ici le stade de la satisfaction des besoins primaires. D'accord. C'est quoi les besoins primaires? Depuis 1993, par exemple, je vais faire un peu d'histoire. Oui. Et je vais mettre en avant certains slogans ou certains acteurs les plus en vue. En 1993, nous avons eu un candidat, par exemple, qui représentait l'opposition, c'est M. Père Paul Mbabessol. En effet. Quelle promesse il avait faite aux Gabonais? C'est école cadeau, hôpital cadeau, travail pour tous. Vous allez voir, nous sommes toujours là dans l'ordre des besoins primaires. Nous venons en 2005 avec M. Omar Bongo. 98 Donc, d'abord. Omar Bongo. Non, 98, je vais un peu plus vite. D'accord, 2005. D'accord, oui. 2005. C'est mon projet, les actes pour le Gabon. D'accord. Avec une promesse phare. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, on se rappelle. Nous allons en 2009. Avec le candidat Ali Bongo. C'est le Gabon en confiance. Avec un projet, alors là, très bien structuré, c'est le plan stratégique Gabon émergent. Nous allons en 2016. Qui a échoué récemment dans les bureaux fermés il n'y a pas longtemps. 2016, avec, par exemple, Jean Ping, c'est le Gabon à l'abri de la peur et du besoin. Monsieur Ali Bongo, ma mémoire me fait défaut. En 2023 2016. 2016. C'était, je crois, si mes notes sont là. D'accord, un programme bien étoffé, avancé. Oui, un programme bien étoffé. Continuez, oui. Mais à quel niveau on pêche? C'est au niveau de la volonté politique. Voyez-vous, qu'est-ce que fait un projet? On revient au verbiage dont je parlais. Que fait un projet? C'est de planifier. D'accord? Nous pêchons au niveau de l'exécution. Pour qu'on exécute, pour qu'il y ait exécution, il faut une certaine volonté politique. Voyez-vous, ça ne sont pas forcément les moyens qui manquent. Mais on a l'impression qu'une fois au pouvoir, on inverse l'ordre des priorités en commençant par nous attaquer parfois à ceux qui n'ont pas une onde de choc ou une incidence directe. On va passer la parole à M. Mebalé. M. Mebalé, on a, comme tout à l'heure, M. Pavlov Moussavou vient de le faire, on part de loin. Si on commence à 93 jusqu'à maintenant 2025, on a, on va dire, 5 ou 6 élections présidentielles environ qu'on a... Quasiment 30 ans. Voilà, 30 ans. Est-ce qu'on n'a pas trop parlé? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que les projets de société semblent ne pas s'accomplir, ne pas se manifester sur le terrain? Ok. Ici, ce qu'il faut relever, c'est qu'il y a un pas entre la conception, la mise en œuvre. D'accord. Et entre la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. On peut avoir les plus beaux projets de société au monde, mais si nous n'avons pas les capacités de mise en œuvre, ils vont rester dans les tiroirs. Et la première capacité de mise en œuvre ici, c'est la formation de l'humain. Et si, dans notre pays, nous n'avons pas suffisamment de politiques fortes qui visent à renforcer les capacités, qui vise à donner une formation de qualité en fonction des besoins actuels du marché du travail, nous ne pourrions malheureusement pas mettre en œuvre le plus beau plan de société que nous pouvons avoir. On sera toujours handicapé. On sera toujours handicapé. Parce que tant que les humains dont vous parlez ne seront donc pas mis au niveau du projet de société, le projet va échouer. Le projet va échouer. Mieux encore, nous avons aussi les mécanismes de suivi et évaluation. Parce que c'est bien de lancer un projet, c'est bien de lancer une initiative, mais quel est le mécanisme de suivi et d'évaluation qu'on met là derrière? Mais c'est le gouvernement, on aura le gouvernement. Vous êtes président de la République élu, vous avez le gouvernement, vous avez les secrétaires généraux des gouvernements, vous avez l'inspection générale des services. On a toujours, si vous me permettez, on a toujours eu des gouvernements. Moi, je vais louer au passage l'initiative de l'actuel Premier ministre, M. Raymond Dinsma, qui a tapé du poing sur la table en demandant aux secrétaires généraux des ministères de mettre en place des manuels d'évaluation de la performance des administratifs, mais aussi aux inspecteurs généraux des services d'élaborer des manuels de procédure administrative. Malgré ça, ça coince toujours un peu. Non, c'est-à-dire, nous n'avons pas encore la possibilité de faire une évaluation parce que ce n'est qu'il y a 1 semaine et demie ou 2 semaines que ces outils ont été remis. D'accord. Je voudrais qu'on puisse rentrer dans les programmes. On n'a que 26 minutes, qu'on puisse aller dans les programmes. On sait qu'on a 8 candidats. Les Gabonais suivent l'émission dirigée par la Haute Autorité de la Communication, la HAC, un candidat, un projet, où justement on a à ce moment 4, je pense, qui sont déjà passés. Le candidat Alain-Claude Bilebizé, la candidate Zenaba Nyinga, voilà. On a eu M. Thierry Yvan Ngoma et hier on a eu M. Alain Simplice Bungwere. Donc il nous manque encore 4 candidats, mais on peut déjà quand même aller et parler un peu de la pertinence
qui se trouvent à l'intérieur des projets de société. D'une façon, comment dire, globale, Monsieur Moussavou, quel est votre regard des différentes propositions que ces candidats font? Parce que les autres ont publié des PDS, donc des projets de société. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Mais écoutez, je l'ai dit préalablement, tous les projets sont pertinents, en ce sens qu'ils prennent en compte des problèmes actuels. Il y a forcément eu d'abord un diagnostic qui a été mené en amont avant de concevoir ici des promesses ou encore des pistes de solutions. Donc la pertinence ici ne pose aucun problème. Le problème du Gabon depuis quasiment 30 ans, je dis 30 ans en partant de 93, pourquoi? Parce que cette date-là, voilà, 32 ans, voilà, en parlant des élections multipartites, ainsi de suite. Nous tournons en rond, pourquoi? Parce qu'il manque une réelle volonté politique. Il manque... On a un sérieux problème au niveau de l'exécution. Ce n'est pas la pertinence des projets. Est-ce que vous pensez que les gens qui exécutent ont compris les projets sont suffisamment pertinents? Est-ce que les membres du gouvernement ont compris? Est-ce que les hommes qui travaillent dans les ministères, est-ce que les personnes qui sont dans les villages, qui sont censées appliquer, puisqu'on parle de département, de province, il y a des gouverneurs, il y a des gens qui relaient l'action des chefs d'État dans les différents départements. Est-ce que ces personnes se sont imprégnées? Qu'est-ce qui applique un projet? Oui. Premièrement, l'administration. D'accord. Est-ce qu'elle a compris? Est-ce qu'elle comprend son rôle lorsqu'un projet est proposé? Justement. Bien sûr. Je suis sûr que tous ceux qui ont à charge de mettre en œuvre ou en exécution un projet comprennent forcément le rôle. Mais le problème aussi, c'est lequel? C'est que nous n'avons pas forcément ici souvent mis en avant ce que je vais appeler la culture du résultat. Ça veut dire quoi concrètement? Vous mettez des hommes et des femmes à des postes de responsabilité. Et M. Mebalé l'a dit ici, à un moment, il faut le suivi et l'évaluation. Lorsque vous vous rendez compte que les objectifs qui ont été assignés aux uns et aux autres n'ont pas été atteints, alors qu'ils ont eu des moyens techniques et financiers énormes, mais écoutez, vous changez. Mais le problème aussi, c'est que... Le contrôle des contrôleurs... Mais il faut un suivi. D'accord. Il faut évaluer. Sinon, sur la base de quoi nous allons nous savoir si un projet a atteint ses objectifs, oui ou non. D'accord. On va avancer. Je voudrais qu'on puisse prendre un pan, le pan politique. Très bien. Plusieurs personnes qui sont parmi les candidats ont proposé le fait de pouvoir diminuer les dépenses de l'État. Donc, que ce soit en diminuant le nombre de députés, comme M. Bongwere, qui demande de quitter d'un certain nombre. Les sénateurs, je pense, on quitte d'une centaine à environ, selon lui, 48. Ou d'autres qui ont proposé de supprimer carrément le Sénat. Monsieur Mebalé, sur le plan politique, par rapport aux différents projets de société que vous avez certainement dû parcourir, quel est votre ressenti? Qu'est-ce qui ressort chez les candidats sur les intentions, justement, ceux qui voudraient mettre en mouvement sur le terrain? Ok, merci. Ce qu'il faut d'abord reconnaître ici, c'est que tous les projets de société ont des dénominateurs communs, c'est-à-dire les axes stratégiques sur lesquels reposent leurs idées, notamment l'économie, la politique, le social, la culture, les sports et autres. Mais ce qui fait également la différence de ces différents projets de société, c'est plus ou moins l'approche que chaque candidat utilise pour pouvoir atteindre les électeurs, sinon le peuple qui, au soir du 12 août, devrait s'exprimer. Supprimer le Sénat, selon vous, est-ce que c'est réaliste? Supprimer le Sénat, c'est réaliste. C'est réaliste pourquoi? Il y a un besoin de supprimer le Sénat? Je prends un exemple tout à fait simple. On a deux chambres, puisque nous fonctionnons dans un système à régime bicaméral. On a l'Assemblée nationale, on a le Sénat. Donc, vous conviendrez avec moi que dans le fonctionnement de ces deux institutions, il arrive le plus souvent là où les deux ne s'accordent pas. On parle souvent de commission mixte paritaire. En effet. Vous voyez? Donc, en réalité, une seule chambre parlementaire suffirait. Pourquoi? Parce qu'à l'Assemblée nationale, on a déjà plus de 140 députés. Et s'il faut ajouter, je crois, une cinquantaine de sénateurs, tout ça alourdit la charge de l'État. Ça, c'est du point de vue vraiment financier. Mais du point de vue politique, si déjà les députés sont les représentants du peuple gabonais, pourquoi créer encore une autre chambre? D'accord. Sachant que le travail que font les députés peut être fait par des sénateurs. D'accord. Monsieur Pavlov, écoutez, sur l'aspect politique, justement. Supprimer le Sénat, c'est livrer au phénomène du chômage plusieurs compatriotes.
c'est livrer plusieurs Gabonaises, plutôt plusieurs familles gabonaises à ce que je vais appeler ici la mendicité sociale. Que répondez-vous à ceux qui disent que c'est un garage, le Sénat? Il ne faut pas supprimer, on va déposer il faut des anciennes personnes politiques. Ma proposition va dans le sens de réformer. Réformer. Voyez-vous, oui. Il a parlé ici, et les candidats ressortent d'ailleurs cela, assainir les finances publiques. Qu'est-ce qu'il dit sur ce point? Réduire le train de vie de l'État. Le candidat prescripteur Lingema? Oui, je crois qu'il a maintenu. D'accord. Mais moi, je dis ici, oui, il faut maintenir, mais il faut surtout réformer. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle, par exemple, d'un train de vie de l'État qui est excessif, ça fait aussi partie, en fait, c'est un problème sérieux, je veux le dire comme ça. D'accord. Ce que je propose ici, c'est que nous ayons, par exemple, un Sénat qui soit constitué de 9 membres, qui vont représenter chaque province. Ce n'est pas dans les programmes des candidats? Voyez-vous, oui, ce n'est pas dans les programmes. D'accord. Mais espérons qu'ils vous écoutent. Nous sommes là aussi pour faire des propositions. Allez-y, oui. Voyez-vous, je ne suis pas pour la suppression pure et simple, parce que c'est plusieurs familles gabonaises qui en dépendent, d'accord? Mais nous pouvons réformer. Et la proposition que moi je fais, c'est faire en sorte que nous ayons un Sénat qui soit composé de 9 membres qui représenteraient ici les 9 provinces du Gabon, par exemple. On aura gagné en faisant des économies. Pourquoi? Parce que la pléthore aujourd'hui que nous avons en ce qui concerne les représentants, d'accord, au niveau du Sénat, fait en sorte que notre État soit davantage plombé en ce qui concerne un dernier point sur cet aspect, les relations internationales. Point de vue financier. On a entendu certains candidats parler de la relation avec la France. Vous voyez, on a parlé de la présence militaire française au Gabon. On a parlé, le candidat Yvon Michel Ngoma a parlé de 63 milliards que le Gabon devrait à la France depuis l'époque coloniale. Quel est votre avis dessus, M. Bébalé? On est maintenant dans la dimension internationale, le Gabon dans le concert des nations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Gabon ne peut pas évoluer de façon solitaire. Le Gabon, depuis son accession à la souveraineté internationale, a toujours entretenu des relations bilatérales et multilatérales, donc avec les États au niveau sous-régional et au niveau international. Mais ce qu'il faut, par contre, mettre sur la table, c'est le type de partenariat, revisiter ces accords. Et c'est la raison pour laquelle, dans les projets de société, plusieurs le disent, revoir les accords, remettre sur la table les accords. À un moment donné, par exemple, pour prendre le cas du président candidat Brice Clotaire Lingema, quand il est arrivé au début de la transition, il y a un certain nombre de facilités qui étaient accordées aux ressortissants de certains pays, mais dont la contrepartie n'était pas à l'avantage du Gabon. Notamment sur les passeports, sur les visas. Donc il y a plusieurs pays qui rentraient au Gabon sans visa, mais malheureusement, la réciprocité... il n'y avait pas ce principe de réciprocité. Donc il faut vraiment qu'on mette sur la table les différents accords qui ont été signés entre le Gabon et la France, mais aussi avec les autres pays pour que le Gabon, plus ou moins, puisse en tirer profit. D'accord. Rapidement, un mot dessus avant qu'on passe à l'économie. Je vais dans le même sens. Il va falloir que nous puissions remettre sur la table ce que nous appelons accords de coopération ou surtout accords coloniaux. Il n'est pas question que nous soyons toujours... Vous êtes donc d'accord avec les propositions des candidats? Liés à la France par des accords qui ont été signés il y a plus de 50 ans. Donc il va falloir ce qu'on appelle faire une mise à jour, les réadapter au contexte pour qu'ils soient davantage favorables ou qu'ils aillent en faveur de notre pays. D'accord, on va aborder l'aspect économique. Les candidats, ce sont ceux qui sont déjà passés et dans leurs différents documents officiels se sont beaucoup appesantis dessus. Certains parlent de l'entrepreneuriat, comme Mme Zenaba Ninga Channing, dont le programme a pris du temps avant de pouvoir sortir et être distribué un peu partout dans les rédactions. Quelle est votre interprétation de la vision économique? On a des cas comme M. Bongouéré qui parle d'utiliser le pétrole. Non, c'est M. Yvon Michel Ngoma qui dit que le pétrole devrait être utilisé comme un catalyseur pour pouvoir avancer. De façon globale, économiquement parlant, est-ce que les projets sont assez clairs? Mais écoutez, sur le plan économique, il y a des propositions qui vont dans le sens de faire en sorte que l'économie gabonaise soit désormais entre les mains ou aux mains des Gabonais. Revenir aux mains des Gabonais. Voilà, nous vivons dans un pays où, et ce n'est pas moi qui le dis, les appels d'offres... on a l'impression que l'économie gabonaise est faite sans les Gabonais. Donc il faut replacer le Gabonais au centre
Pourquoi? Le véritable enjeu ici, c'est la réappropriation du tissu économique. D'accord. Monsieur Mebale, on parle du Gabon qui serait en train d'importer du pétrole de la part du Togo ou de compagnies pétrolières où les Gabon n'est pas impliqué, c'est-à-dire dans le transport des matières premières depuis le Gabon jusqu'aux endroits où le pétrole est justement transformé, etc. Il semble qu'il y a plusieurs pans de l'économie qui n'est pas contrôlé par les Gabonais, surtout dans le domaine stratégique comme le pétrole. Ça a été abordé par certains candidats. Quel est votre avis là-dessus? Ce qu'il faut comprendre ici, effectivement, c'est que la question économique touche plusieurs pans. Et se réapproprier une économie nécessite effectivement, je reviens là-dessus, la formation des hommes. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. Vous évoquez la question liée au secteur pétrolier, mais je vais prendre un exemple en miniature. L'appropriation du secteur du transport. Là, par exemple, le président de la République, il a lancé l'initiative Taxi-Gab. Mais pour se réapproprier le secteur du transport, il n'y a pas que le métier de chauffeur de taxi. Il y a d'autres métiers qui tournent autour de la question du transport. En effet. Il y a le maritime, il y a le ferroviaire, effectivement. Il y a tellement d'autres endroits. Oui. Donc, vous voyez qu'à partir de cet instant, c'est la même réflexion qu'il faut porter au niveau du secteur pétrolier. Même si le chef de l'État, les autorités rachètent les compagnies pétrolières, mais est-ce que les hommes sont suffisamment prêts pour développer les activités qui sont autour? Et sur ce plan, la corruption, justement, parce qu'il nous reste 5 minutes, on va avancer, on n'a pas encore abordé le dernier pan. Rapidement sur la corruption, M. Mebale, pétrole, bois, quels que soient les domaines de l'économie où on pourrait s'aventurer, la corruption demeure une gangrène. Et des candidats, justement, parlent de créer des différentes structures. Tout à l'heure, vous parliez de contrôle des contrôleurs. Mais quelle est la faisabilité de cela? La faisabilité repose sur la mentalité. D'accord. J'ai toujours l'habitude de le dire que là, le Gabon est en train d'aller au terme c'est-à-dire de l'un de ces moments charniers de son histoire, qui est la transition. Et les militaires au pouvoir nous ont dit le 4 septembre 2023 qu'ils étaient là pour restaurer les institutions. Et effectivement, les efforts ont été consentis. Mais si la mentalité, malheureusement, des Gabonais qui sont appelés à être à la tête de ces institutions n'a pas changé, nous allons tomber dans les mêmes travers. Il y a un aspect que les Gabonais sur les réseaux sociaux décrient un peu, c'est le fait que l'aspect sport et culture n'est pas vraiment développé dans les différents projets de société. Lorsqu'un candidat, même sur les plateaux télé, commence à aborder le sport, le temps est trop court, ou alors dans son projet de société, ce n'est pas vraiment très étayé. Monsieur Pavlov Moussavou, vous pensez que le sport et la culture ne devraient pas avoir une place prépondérante dans les programmes? Écoutez, tout ce qui participe à l'épanouissement ou au rayonnement d'une société est important. Voyez-vous, le sport, ce n'est pas seulement que le football. Le sport, c'est plusieurs métiers qui s'y rattachent. La culture, exactement, va également dans le même sens. Donc, il n'y a pas un pan qui soit au-dessus de l'autre. Mais il faut juste une hiérarchisation. Voilà. Commençons par exemple par développer le secteur économique qui va, lui, booster tous les autres secteurs. Nous ne pouvons pas déjà miser sur le sport alors que nous n'avons pas, par exemple, déjà répondu à la satisfaction des besoins primaires. Ce que les Gabonais attendent aujourd'hui, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on leur donne une électricité de qualité, d'accord, une fourniture en eau de qualité, qu'ils soient bien soignés, qu'ils soient logés, ainsi de suite. Lorsqu'ils seront... En parlant de l'énergie, la séparation de la SEG en deux entités distinctes, oui, mais ce secteur a besoin d'être réformé. Et qui a été proposé par le président Oligui il parle de refonder ou reformer ce secteur-là. Mais effectivement, il va falloir que nous allons jusque-là. Mais il faut aussi que nous puissions aller dans le sens de diversifier les sources. Nous ne pouvons plus toujours fonctionner avec l'existant, notamment en ce qui concerne le thermique. Il y a d'autres sources d'énergie vers lesquelles il va falloir que nous puissions nous tourner pour offrir davantage de possibilités aux Gabonais. La centrale, tout comme aussi ouvrir ce marché-là. De Mindoubé. La situation de quasi-monopole. Et je pense que ça fait partie des résolutions du dialogue national. Il va falloir que nous allions dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner avec un même acteur qui, à plusieurs niveaux, montré ses limites. Rapidement, aussi. sur le logement, est-ce que vous avez vu dans les différents projets de société, on se rappelle du projet de M. Ali Bongo qui parlait de 5 000 logements par an. Est-ce que certains candidats se sont aventurés sur ce territoire-là? Certains candidats se sont effectivement aventuriers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la question du logement au Gabon n'est pas une question
En fait, ce n'est pas une question qui ne mérite pas son sens. C'est une question fondamentale. Elle n'est pas mythique, c'est une question plusieurs fondamentale. Centaines de mille Et il faut le rappeler, le droit au logement fait partie des droits constitutionnels. En effet. Donc, à partir de cet instant, malgré le fait que les différents candidats abordent la question, mais il faut également que nous soyons réalistes sur le fait qu'au niveau du Gabon, on a une société nationale immobilière, mais qui malheureusement ne communique pas assez sur les possibilités. Et le prix du logement actuellement? Le prix du logement, c'est pourquoi il faut réformer. Il faut réformer, il faut communiquer. Donc voici un peu... D'accord. Nous sommes arrivés au terme. 26 minutes passent très vite, je l'ai dit au début de ce débat. Restons connectés sur nos antennes pour la suite. Ce soir, on aura le grand débat du soir, certainement. S'il n'y a pas, on aura le programme avec les candidats. Que les Gabonais continuent justement à échanger. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes M. Gildas Mebalé, acteur de la société civile, et M. Sir Pavlov Moussa, vous êtes sociologue politique. Merci à vous. Merci. Merci également à vous. Restez connectés, comme j'ai dit, cette élection présidentielle nous concerne tous. Et n'oubliez pas de vous diriger vers les bureaux de vote le 12 avril afin de choisir le prochain président de la République. À très bientôt. Au revoir.